Comme tu disais tout à l'heure, les plus de 500 000 personnes qui me suivent, du coup, la plupart, c'est des petits sados. Ah non, mais c'est... Bah, tu peux leur dire. Bonjour à tous et bienvenue sur The Brain. Aujourd'hui, on reçoit une personne qui a plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram notamment. Vous pouvez le retrouver sous le pseudo Valentin-Noyon. Et il fait de la spéléologie. Aujourd'hui, je suis très heureux de l'accueillir. Donc, merci à toi, Valentin, d'avoir accepté notre invitation. Bah de rien, avec plaisir. J'ai plein de questions à te poser. Je suis très curieux sur la spéléologie, parce que c'est un domaine, en vrai, que je pense le grand public ne connaît pas, que toi, tu as commencé à faire connaître sur les réseaux. C'est ça. Tu es passé aussi sur quelques émissions à la télé, on en parlait tout à l'heure. Ouais, quelle époque, par exemple? Ouais, quelle époque, avec Léa Salamé. Exactement. Et donc, tu commences à mettre un petit peu la lumière sur la spéléologie, on y reviendra. Tu es spéléologue amateur, tu es caviste de métier ouais. dans la vie. On y reviendra aussi tout à l'heure en refaisant un petit peu le parcours, mais ça va être hyper intéressant. Avant de commencer, je remercie juste, je vais vous montrer, je remercie juste notre partenaire Giftasso, encore une fois, qui crée des cartes à l'effigie des personnes qu'on reçoit. Aujourd'hui, Valentin viendra à un moment donné dans l'interview parler de l'association Noé, qui défend la cause de la faune et de la flore. Il expliquera un petit peu mieux que moi tout à l'heure. Vous pourrez retrouver ces cartes qu'il mettra sur ses réseaux sociaux, sur nos réseaux également, et vous pourrez les acheter et faire un don à l'association Noé. Pour commencer, Valentin, la première chose que j'aimerais te poser, c'est la question bateau en fait. Mais qu'est-ce que c'est la spéléologie? Est-ce que tu peux nous l'expliquer de manière simple pour que tout le monde comprenne un petit peu ce que c'est? Alors la spéléo, c'est simple. Moi, je le raccourcis parce qu'à force de le dire, on en a un peu marre. Mais la spéléo, c'est-à-dire que c'est une passion pour le monde souterrain, en fait. Ça peut être un métier, ça peut être un hobby comme moi je le fais, par exemple. Ouais. Un hobby merveilleux. Et donc, c'est la science vis-à-vis de ce qui se passe sous terre, en fait, tout simplement. Que ce soit les concrétions, comment elles se forment, ce qui se passe sous terre, ou même la topographie, comment on peut voir que telle ou telle concrétion a pris tant de centimètres en tant de temps. Concrétion ou compression? Concrétion. Qu'est-ce que ça veut dire? La concrétion, en gros, c'est ce qui se forme sous terre, c'est-à-dire une stalactite, une stalagmite, une colonne, une draperie, plein de choses comme ça. Et tout ça, du coup, c'est dû, je pense qu'on va l'expliquer souvent plus tard, mais je commence à expliquer, grosso modo, par rapport à l'eau. L'écoulement de l'eau dans les grottes, c'est ce qui crée vraiment l'environnement, en fait, souterrain. Mais alors, c'est vraiment un domaine particulier quand même. Déjà, on n'en entend pas forcément parler à la télé ou sur les réseaux, etc. Il y a toi qui le mets en avant, mais c'est aujourd'hui. Mais comment tu viens à aimer la spéléologie et puis surtout à en faire et commencer à explorer en fait? Le début de tout ça, ça a été, je raconte à chaque fois cette anecdote, mais j'ai pas le choix parce que c'est une belle anecdote en plus. C'est-à-dire que c'est un très bon pote à moi qui s'appelle Alexandre, je lui fais une petite dédicace d'ailleurs, et son père avait laissé un mot dans une grotte, il y a de ça, ça doit être il y a 20-30 ans en arrière à peu près, et du coup on y est retourné il y a de ça, je pense, 10 ans maintenant, et on a retrouvé du coup ce mot, et à partir de là, du coup, le lendemain je suis retourné dans cette même cavité seul, le jour J je l'avais fait avec lui, et après du coup j'y étais allé seul. Et donc, à partir de là, j'ai pas arrêté en fait de faire de la spéléo, c'est-à-dire que du coup, j'ai continué très souvent et maintenant c'est super régulier, c'est-à-dire que je peux y aller peut-être 2-3 fois par semaine quand j'ai le temps, quand j'ai mes vacances, parce que comme tu l'as dit, du coup, je travaille à côté aussi, parce que c'est pas mon métier. Et donc, quand j'ai le temps, j'en profite et je fonce sous terre. En fait. C'était quoi le mot qu'il y avait écrit sous la terre, tu te souviens? Alors franchement, je ne saurais pas te dire, mis à part que du coup c'était son acronyme. Donc, oui, du coup c'était l'acronyme de son prénom plus la date. La date, je sais plus laquelle c'était, mais en tout cas c'était 1960. Ouais, il avait tagué quelque chose quoi. Voilà, il avait écrit quelque chose à ne pas reproduire du coup, bien évidemment, faut pas le faire, faut pas dégrader les grottes. Je reviendrai dessus aussi parce que y a eu une période où du coup j'avais entre guillemets dégradé une cavité. Là, tu nous racontes cette anecdote là. Il a laissé un mot, le fait que ça t'y revienne. Tu reviens parce qu'à un moment donné, en fait, ça n'a pas bougé, c'est resté intact pendant 10 ans et tu te dis putain, mais en fait, ça veut dire qu'il n'y a personne qui y va, c'est ça qui te fait revenir? En fait, non, là, c'est surtout l'aspect de se dire, tu as une personne qui est dans cette grotte, qui a écrit ce mot et tu veux voir vraiment. Après, c'est pas préhistorique, hein, voilà, bien sûr, non. Ça n'a même pas 100 ans. Mais l'aspect de se dire que ça, en fait, ça va rester figé dans le temps jusqu'à ce que, du coup, là, après, c'est gravé dans la roche, c'est pas peint. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'écoulement d'eau, ça va rester comme tel. S'il y a un écoulement d'eau, bon, ça va être recouvert au bout d'un moment quand on le verra plus. Ça reste quand même beau, je trouve, à voir, même si c'est pas à refaire, bien évidemment. On préfère largement voir des peintures rupestres, des choses comme ça. On le redira à un moment dans l'interview, on y reviendra, mais effectivement, faut pas. Si vous êtes amateur, surtout, il faut éviter de le faire, effectivement.
Tu t'es assez fait remonter les bretelles, tu me l'as raconté tout à l'heure. Un petit peu, ouais. La communauté spéléo, on va dire entre guillemets, même pas trop, même si je commence à faire les choses pour que ça se passe mieux. Je suis parti d'un club spéléo maintenant, donc je suis totalement en accord avec ça. Et en plus de ça, je fais mes sorties de plus en plus souvent équipées. Parce qu'avant, c'est-à-dire que j'allais sous terre, je faisais uniquement confiance à ma touffe de cheveux, c'est pas forcément la bonne idée. Et donc maintenant, casque, tenue spéléo, et je préviens toujours quelqu'un, ça je l'ai toujours fait quand je vais sous terre. En l'occurrence, ma mère. Quand tu vas sous terre, justement, toi t'es dans le Gard, hein, c'est ça? Gare Ardèche, ouais. T'es à la recherche de quoi quand tu vas dans une grotte? Premièrement, la beauté des lieux, parce que souvent on me pose la question comme toi de pourquoi je vais sous terre. Déjà, quand tu vois certaines de mes photos que je peux poster sur Instagram ou TikTok, forcément, moi je vois de la beauté dans ces choses-là. Et puis en plus, tu vois aussi la durée que ça a pris de se construire. On parle de milliers, voire de millions d'années pour la plupart des concrétions. Et puis aussi forcément l'adrénaline. Quand je suis dans des passages étroits, ceux dont la plupart ont peur, comme toi par exemple, eh ben, c'est quand même ce sentiment-là aussi qui est intéressant à avoir, d'adrénaline. Donc le mélange des deux, moi ça me fait kiffer, quoi. Et justement là-dessus, parce qu'on parle d'adrénaline, etc., j'imagine que quand même des fois tu te fais peur. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur des fois où tu as cru rester bloqué ou tu t'es retrouvé un peu dans la merde, quoi? J'en ai quelques-unes. Il y en a une qui me vient forcément en tête, c'est celle où je me suis retrouvé sans lumière au fond d'une cavité. C'est-à-dire que t'es vraiment zéro lumière. Et fort heureusement, du coup, cette cavité, je la connaissais. Ce qui fait que du coup, je savais à peu près comment elle était foutue. Je me souvenais à peu près du passage. Donc c'était pas très loin de l'entrée non plus. Ça a quand même mis à peu près 5-6 minutes. Ça paraît pas long comme ça, mais sans lumière, 5-6 minutes sous terre, ça fait un peu peur. Tu m'étonnes. Voilà. Et donc, bref, c'était le début, quoi. C'était le commencement. Donc, mes lampes n'ont pas eu assez de batterie. Le téléphone, lui, a décidé de s'éteindre sans vouloir se rallumer. Donc, un enchaînement de situations à la con qui ont fait que, du coup, il m'arrivait ça. Et maintenant, forcément, on apprend de nos erreurs. Donc, du coup, maintenant, j'ai 46 lampes sur moi, quoi. C'est une façon de parler, mais j'en ai pas mal. Moi, il y a une question que j'aimerais te poser qui est, je pense, tout le monde se pose quand il regarde ces vidéos. Des fois, est-ce que tu te dis... Là, je suis passé à l'aller, obligatoirement, ça passe au retour. Moi, je vais te dire, le truc, c'est que, en fait, tu peux avoir des moments là où ça a passé dans un sens, pour moi, et dans l'autre, non, parce que, dans la logique, ça va passer, parce que du coup, t'es passé une fois, donc tu repasses dans l'autre sens. Mais il peut y avoir des choses qui font que dans l'autre sens, tu vas être plus dérangé, tu vas être plus amené à moins t'en sortir. Par exemple, tu vas y aller à l'aller, t'as une descente, tu vas vouloir y aller, je sais pas, les pieds en premier. Et si à l'aller, au retour, pardon, tu dois forcément y aller les pieds en premier, pour je ne sais quelle X ou Y raison, eh ben, tu vas être emmerdé. Parce que du coup, en marche arrière, c'est forcément plus compliqué. Après, si tu peux avoir assez d'espace pour te retourner, pour te mettre en avant, dans la logique, c'est censé passer. Après, c'est pour ça que je dis oui, mais non. Et il peut y avoir des risques, je sais pas moi, d'éboulement ou quelque chose qui se décroche, de l'eau qui monte, si jamais il pleut en même temps. Comment ça se passe? Alors les risques d'éboulement, franchement, ils sont minimes. Ça peut arriver, mais je crois que j'ai même pas connaissance. Bon, après, j'ai pas connaissance de tout, mais j'ai pas connaissance d'accident là-dessus. Par contre, par rapport aux inondations, ça, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Parce que c'est la connaissance du terrain. Après, même si ça arrive des fois aux professionnels, comme quoi, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et le problème, c'est que du coup, on peut se retrouver dans une cavité qui se remplit d'eau. Parce que pas toutes les cavités ne se remplissent pas d'eau. Et donc si elle se remplit d'eau et qu'on se retrouve dedans à ce moment-là, forcément, là ça pue. Parce que en fait, ça se remplit très vite. Surtout vers chez moi, gare Ardèche, quand les épisodes Sevenol. Donc quand il pleut, il pleut. Et l'eau rentre d'un coup dans la cavité et t'as pas le temps de dire ouf, quoi. Vraiment, c'est... Ouais, donc tu checkes un peu la météo quand même toujours avant d'y aller. Quand tu vas dans un réseau qui peut se remplir d'eau, tu checkes. Parce que si tu checkes pas, c'est-à-dire que du coup, tu peux te retrouver sous l'eau. Oui, et t'as pas de matériel, j'imagine, pour faire de la plongée, non? T'emmènes pas ça avec toi? Non, là, non, faudrait des bouteilles de plongée, etc., comme il y en a qui font. J'en suis pas encore là, même si j'admire ceux qui font ça parce que c'est quand même encore plus flippant, c'est un level au-dessus. C'est-à-dire que là, on parle de mecs qui vont dans des passages relativement étroits parce qu'il faut quand même la place pour les bouteilles d'oxygène, etc. Mais sous l'eau, quoi, c'est lunaire. C'est encore plus claustrophobe que... Enfin, faut être encore moins claustrophobe que toi, quoi. Ça mélange deux phobies, ça mélange la claustrophobie et la thalassophobie. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, franchement, la plupart des gens, ils disent non. Même déjà rien que la claustrophobie, la plupart des gens disent non. Alors là, mélanger les deux, forcément, c'est pas bon. Est-ce qu'il peut t'arriver, toi, de faire des relevés scientifiques ou pas du tout, comme un spéléologue professionnel? Puis est-ce que tu vas aller croiser des animaux? Est-ce qu'il y a de la vie dans les grottes? Alors oui, il y a de la vie dans les grottes, après, à une certaine mesure, c'est-à-dire que dans l'entrée de la cavité, par exemple, donc dans les premiers mètres, on va dire jusqu'à 50-100 mètres, tu peux trouver, admettons, des mammifères, donc blaireaux, renards, des sangliers, ça m'est déjà arrivé aussi, dans l'entrée des grottes, c'est fou. Mais voilà, après sinon, en petits insectes, tu peux avoir des grillons, des choses comme ça, des araignées aussi, donc on passe sur les arachnides, et
Les chauves-souris, bien évidemment, classiques. C'est ce que je me disais. Ouais. Dans les grottes. Et elles vont beaucoup plus profondément sous terre. Je sais pas jusqu'à quelle profondeur on peut les trouver, je peux pas dire de conneries, mais ça m'est déjà arrivé d'en voir très 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 loin sous terre. Okay. Donc là-dessus... Pas de phobie là-dessus? Pas de peur sur les araignées? Non, j'en ai même une tatouée, donc tu sais, là-dessus, je suis assez tranquille. Ça va. Je vais pas amuser non plus trop à les manipuler, certaines, même s'il n'y a aucun danger, absolument aucun danger. Mais ça viendra avec le temps, c'est comme tout en fait. Hein. Et justement, c'est marrant parce qu'on parle des animaux, etc. T'étais un gamin quand t'étais petit qui kiffait les animaux, qui faisait un peu des expériences sur les insectes, tu vois. Je sais qu'il y a des gamins qui aimaient bien avoir des fourmis, des coccinelles, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose, un attrait que t'as toujours eu ou c'est venu avec le temps? Je l'ai toujours eu en fait. Là-dessus, je peux remercier mes parents et surtout ma mère, je pense, par rapport au fait qu'elle m'a acheté pas mal de livres sur les dinosaures, d'abord pour commencer, et puis après les animaux, et donc je me suis un petit peu plus spécialisé sur les reptiles. Et donc de base, quand j'étais chez mes parents, donc la maison qu'ils avaient dans le Gard, c'est-à-dire qu'il y avait des serpents partout. Moi, dès 4-5 ans, je me régalais à attraper des serpents et les ramener à ma mère, quoi. Qui en avait la phobie et qui maintenant du coup est beaucoup plus calme là-dessus. Tiens, maman, cadeau. Voilà, comme un maman, chat. Cadeau, comme un chat, exactement. Tu ramènes la récompense, tu dis c'est bon. Et je le fais toujours. Ça, c'est vraiment la passion qui restera. Parce que les gens pensent que ma vraie passion, c'est l'aspect Léo. C'est une très grosse passion que j'ai, j'en ai pas mal, mais c'est une très grosse. Mais la plus grosse, c'est les serpents. Et sur ton parcours de jeunesse, etc., est-ce que tu es un gamin plutôt... Parce que pour aller dans les grottes, il faut quand même aimer un petit peu la solitude, tu es tout seul. Bon, tu te filmes aujourd'hui, donc c'est comme s'il y avait une espèce de présence, mais tu publies après, donc voilà, tu te filmes pas en direct. Est-ce que tu étais un gamin plutôt solitaire ou qui aime le contact? Est-ce que tu aimes la solitude qu'il y a quand tu es dans la grotte, quoi? En fait, c'est un peu ça, tu as tout compris. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime bien ma solitude, j'aime bien être dans mon coin, que personne m'emmerde. Et donc, les grottes, c'est un peu parfait pour ça. C'est-à-dire que tu as le silence, vraiment, t'entends rien. Tu te cales sans lumière, tu entends juste le bruit de l'eau, quoi, finalement. Et donc c'est vraiment top. Et moi, en fait, j'ai toujours été un peu comme ça. Mes passions, je les fais tout seul, même si j'adore en parler. Et j'adore parfois aussi emmener des collègues sous terre ou montrer des serpents à mes collègues pour essayer de vaincre leur phobie. Parce que du coup, la plupart sont soit claustrophobes, soit ils ont peur des serpents. Donc, il y a tout un tas de phobies que tu regroupes quand même. Hein, c'est ça. J'aime bien, moi, tout ce qui fait peur aux gens, en fait, c'est un peu mon dada, c'est un peu mes passions, finalement. Donc voilà, mais c'est sûr que ce côté solitaire, je l'ai toujours un peu eu, clairement. Et je l'ai toujours, et ça me régale, parce que j'ai besoin de personne, en fait, pour faire ma passion. Et je fais mon truc de mon côté, c'est tout. Ouais, tu kiffes ton truc et t'as pas besoin de... C'est ça. Même s'il y en a beaucoup qui disent oui, c'est pas bien d'aller sous terre tout seul, etc. Je le sais, clairement ça, je le sais. Mais là-dessus, on ne me changera pas. Et puis voilà, c'est comme ça. Après, comme j'ai dit, j'essaie de faire en sorte de bien m'équiper, de montrer le bon exemple, maintenant, là-dessus. Mais pour le côté solitaire, ça va être compliqué. Et tu l'as dit, justement, tu es un vrai fan d'animaux, et de la faune et de la flore, en fait, hein, de manière plus globale, mais des animaux. Pour ceux qui écoutent en podcast audio, ils verront peut-être pas, mais tu as une araignée tatouée sur la main, un serpent sur le bras. J'en ai 3, ouais. Un vrai amoureux de la faune et de la flore. Et tu as choisi aujourd'hui, pour Giftasso, notre partenaire, de défendre une asso qui s'appelle Noé. Tout à fait. Qui défend justement la faune et la flore. Tu vas nous expliquer un petit peu plus précisément en quoi ça consiste. Eh ben, tout simplement, l'association Noé, du coup, là où ça m'a bien intéressé, c'est que ça défend la faune et la flore. Et donc, grâce à ça, on peut essayer de préserver, parce que de nos jours, en fait, c'est un peu compliqué, tout ce qui est préservation des milieux, des écosystèmes, etc. Et donc, franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a bien plu, ça correspond bien avec mes valeurs, par rapport à la nature, etc. C'est compliqué de trouver des assos comme ça maintenant, donc niveau biodiversité, c'est pile dans les cordes, en fait. Ok, c'est top. Préservation. Donc si vous achetez une carte de Valentin qui sera sur ses réseaux sociaux, sur nos réseaux, etc., vous défendrez l'association Noé qui œuvre justement pour la préservation de la biodiversité. Donc vous aidez et l'association et puis la cause aussi que Valentin a eu envie de défendre. Si on revient un petit peu toi sur ta passion et sur ton parcours, des fois tu montres dans tes vidéos, là dernièrement d'ailleurs tu t'es baigné, il y a de l'eau. Moi j'aimerais bien savoir à quelle température elle est. Est-ce que c'est froid, est-ce que c'est chaud? Dans la grotte, est-ce que tu as une sensation de grande chaleur? Est-ce que tu es protégé justement de la chaleur? Comment ça se passe quand on n'y a jamais été? On ne sait pas. Alors, niveau température, du coup, ça dépend des régions. Moi, par exemple, Gare Ardèche, ça va être 13-14 degrés à peu près, au niveau de la température, toute l'année. Donc, tu es plutôt bien, en fait. Voilà, tu es au frais. En hiver, il fait bon, et en été, il fait très très bon, du coup. Même si le choc fait un peu mal, quand on sort à la cavité qui fait 35-40 degrés, ça fait une sacrée différence. Mais par contre, l'eau, tu fais bien de le dire, parce que du coup, là, j'ai fait ma baignade il n'y a pas longtemps. Et l'eau était très froide, j'ai pas compris pourquoi. J'étais déjà rentré dedans, elle était à
à peu près 12-13 degrés. D'accord. Et en l'occurrence, vous pouvez rentrer tranquillement dedans. Et là, je sais pas pourquoi, peut-être la fatigue, des choses comme ça, qui font que du coup, tu rentres moins facilement dans l'eau froide. Mais du coup, après, c'est agréable pour le corps humain de base de faire des bains d'eau froide. Et donc, voilà, niveau température, du coup, ça bouge pas. Ça stagne toute l'année, à peu près à quelques millièmes de degrés près, on va dire, enfin quelques 0,5 degrés près à peu près. Mais sinon, ça reste très stable dans l'année. Et en vrai, si demain, je sais pas, il y avait une catastrophe naturelle, etc., en surface, Ouais. est-ce que nous, les humains, on pourrait vivre sous la Terre? Alors ça, c'est une bonne question, ça. J'ai envie de dire, à l'époque, les hommes préhistoriques, tu vois, ils se réfugiaient dans les grottes. Ouais. Ils étaient bien dans les grottes, c'est qu'ils étaient pas bêtes, je pense. Ouais. Déjà par rapport aux bestioles qui pouvaient les poursuivre. Ouais, ils se protégeaient un petit peu aussi. Voilà. Mais tu vois, en termes de température, en termes de tout ça, ça serait possible. Dans la logique, au niveau Ouais. température, oui, ça serait sûrement beaucoup plus agréable avec le réchauffement climatique. Mais de là, après, à vivre sous terre, à ce qu'on devienne cavernicole et qu'on perde la vue, je sais pas si c'est vraiment vrai le qu'il bon... il n'y a pas la lumière aussi, c'est Voilà. ça aussi. Donc il faudrait quand même réussir à sortir de temps en temps pour chasser. Retour en arrière, finalement, quoi, en fait. Et au niveau des expéditions, toi, tu fais des expéditions qui peuvent durer de combien de temps à combien de temps, en général? Ça peut aller de une demi-heure à plusieurs heures. Ma plus grande expédition pour l'instant que j'ai fait, c'était avec mon guide spéléo. Du coup, ça a duré 9-10 heures, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, à la fin, t'es bien lessivé, quoi. Quand il y a une histoire de corde, etc., t'es très vite lessivé, quoi. Oui, puis il faut rester quand même, je pense, attentif tout le temps. À ce qui t'entoure. Ouais, voilà, c'est ça. Faut faire attention aussi par rapport au fait que ce soit fragile par moment. Ouais. Et donc, si tu fais pas attention, le truc, c'est que tu peux tout casser. Parce que c'est super fragile, on dirait pas comme ça, mais il y a des choses qui sont très fragiles sous terre. Ouais. Donc, c'est important de bien faire attention, d'être vigilant sous terre. Et si à un moment donné, il t'arrive de casser quelque chose, tout à l'heure, tu as évoqué ça tout à l'heure, quelles conséquences ça peut avoir? Alors moi, c'était pas cassé précisément, c'était... En fait, il y avait un endroit où il y avait des traces de mains, avec de l'argile qui était faite sur un mur. Et du coup, à l'époque, moi, quand j'emmenais des collègues, je le faisais aussi. Après, c'est bien, tu vois, faut toujours assumer ses conneries. Moi, bien sûr. Mais c'est pour ça que je t'en parle, en vrai. Voilà. Et le truc, c'est que du coup, maintenant, quand je vois ça, j'ai même fait une vidéo là-dessus, j'ai dit, il faut surtout pas le refaire. Et s'ils ont mis un balisage, même dans n'importe quelle cavité, faut pas le faire. On pourrait se dire, dans des centaines, voire des milliers d'années, on pourrait retrouver ça, trop beau par rapport... voilà. Mais c'est pas le but, parce que du coup, ça va dégrader la cavité et potentiellement des belles concrétions. Donc, j'ai fait la connerie, ne le refaites pas. Justement, t'as pas peur que toi, le fait de partager énormément cette passion sur les réseaux... ça attire beaucoup de monde parce qu'en fait c'est un peu ça qui peut tuer les grottes ou même la faune, la flore. Même si tu véhicules le message justement inverse, qu'il faut pas le faire quand on est amateur. Et c'est bien pour ça du coup que je dis jamais le nom des cavités. Ouais. Jamais. C'est comme l'urbex, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que du coup tu dis pas le lieu où tu vas. Bien sûr. Et tu dégrades pas, bien évidemment. Donc c'est pour ça que du coup aucune grotte que j'ai faite, sauf les grottes vraiment très connues que vous trouvez très facilement sur internet. Et encore c'est pas des grottes là où je sais qu'il peut y avoir un intérêt vraiment visuel, c'est des grandes cavités, c'est ce que j'appelle de la randonnée souterraine. C'est-à-dire qu'on marche sous terre, on fait vraiment de la randonnée, on est debout. Ouais, je comprends. Il n'y a pas de passage compliqué, etc. Voilà, ça, il y a zéro danger. Enfin, zéro danger serait mentir. Mais le danger, il faut vraiment pas être très malin pour se péter un truc, quoi. Voilà. Ouais. Et justement aussi sur les réseaux, tu insistes beaucoup sur le fait que tu n'es pas professionnel. Pourquoi tu insistes là-dessus? J'insiste sur ça parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour un professionnel et qu'après du coup les pros viennent me dire ah mais pour qui tu te prends, tu fais des visites, etc. Parce qu'il y a une période du coup où j'ai emmené des journalistes avec moi sous terre. Et donc le truc c'est qu'en fait t'as pas le droit dans le sens où il y a des guides pour ça. Et donc du coup je l'ai eu fait et je ne le referai pas tout simplement parce que c'est il y a des gens qui sont payés pour faire ça et moi c'est pas le cas. Donc bien évidemment je ne retirerai pas d'argent de ça, c'est-à-dire que juste moi c'est par passion en fait que je monte tout ça. Et je me régale toujours autant, ça a commencé comme ça a commencé par passion et ça finira par passion en fait. Et il y a des formations justement pour devenir spéléologue? Ouais, comment tu te formes? Après comment tu te formes, il y en a tellement de possibilités que je saurais pas toutes les citer. Il y a plusieurs trucs. Mais par contre je sais que tu vas peut-être venir sur ça, moi ça m'intéresse pas de devenir spéléo professionnel. Tout simplement parce qu'en fait, moi c'est une passion. Et pour moi une passion ça doit rester une passion dans le sens où si ça commence à devenir ton métier, ça devient trop récurrent et t'as plus ce charme de j'y vais de temps en temps, etc. T'as plus ça, et je trouve ça dommage en fait. Oui, tu veux garder la rareté du moment. Ouais, c'est ça. Et puis quand je vois mon guide spéléo par exemple dédicace à Pierre, désolé mais franchement, quand je vois les mêmes cavités que tu peux visiter, etc. en boucle, et faire visiter même s'il en fait plein, plein. Et des fois il fait aussi des sorties de son côté, il fait dans le côté scientifique, lui c'est un professionnel pour le coup, tu vois. Et donc voilà, mais quand je vois que tu fais des cavités un peu en boucle en étant de guide, ça me donne pas trop envie. Même s'il n'y a pas que ça, mais en tout cas moi je vois surtout cet aspect là et ça me bloque. Et
quand tu es sous terre, tu peux perdre un petit peu la notion du temps si tu n'as pas de montre, etc. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Mais comme il n'y a pas de lumière, pas de soleil, etc., est-ce que le cerveau perd un petit peu la notion du temps? Carrément, il y a des expériences qui ont été faites là-dessus. Ouais. Il y en a qui sont allés sous terre pendant plusieurs jours. Je crois qu'il y a une histoire de 40 ou 60 jours à la j'ai grotte de déjà vu, Trabuc, ouais. pas loin de chez moi d'ailleurs. Et donc, c'est-à-dire que tu n'as complètement plus la notion du temps. En fait, Et au ils bout d'un changent moment. carrément leur horloge biologique, c'est ça? Leur horloge internet, tout à fait. Internet. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, j'avais vu que notamment ils mangeaient pas forcément autant de À la même repas, ils se lèvent pas. Ouais, c'est ça. Mm. Ils se lèvent pas au Il même passait moment. sur un régime d'horaire, je sais plus ce que c'était, une connerie, mais vraiment il dormait beaucoup moins ou beaucoup plus. Ouais. Et du coup, il faisait plus d'activité dans la journée. Il y avait un équilibre qui se créait qui était assez bizarre et que tu te dis, mais c'est complètement contraire à ce qu'on fait actuellement Ouais. dans la vie de tous les jours en fait. Ouais, je comprends. Ouais. Mm. Et on a regardé un petit peu les commentaires sous tes vidéos, notamment TikTok, Instagram. Mhm. Et Il y a des pépites. Hein, il y a beaucoup de pépites, mais si on reprend un petit peu plus généralement, c'est que les gens ils trouvent ta passion à toi hyper angoissante. Est-ce que toi tu le comprends et qu'est-ce que tu peux leur dire en fait? Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Des fois tu réponds un petit peu, mais Franchement, non, je les comprends pas. Je vois pas, je vois pas pourquoi les gens sont angoissés par des passages étroits. C'est totalement illogique. Non, mais si, après, ce serait mentir. C'est-à-dire que oui, franchement, quand on me voit à moitié tout tordu dans un passage étroit qui fait à peine 25 cm de haut, tu te dis, mais comment il fait pour passer? En plus, Ouais. bon, c'est pas comme si j'étais petit. Donc, quand on me connaît, on me dit, mais comment il fait pour passer là-dedans, quoi? Et donc, la plupart, du coup, ça crée un stress. Et moi, je joue là-dessus. J'adore jouer là-dessus. ouais. Non, après, je fais pas que des vidéos dans les passages étroits parce que sinon on s'emmerderait. Mais c'est vrai que du coup, je vois que la plupart des gens, et ça me rassure aussi parce que du coup, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde. Enfin, moi j'ai envie que les gens y aillent sous terre. Ouais, Sous bien terre. sûr. J'ai envie qu'ils se régalent à aller voir ce qui se passe de la bonne manière, encadré Mm. et équipé. Mais le truc, c'est que la plupart, en fait, ils ont peur. Tout simplement. Oui, ils ont pas envie d'y aller, ils ont un sentiment de peut-être être trop serré, claustrophobie en vrai. Hein. C'est ça la claustrophobie, Ouais. tout Et simplement. peur du noir aussi, certaines personnes? Ça, j'ai jamais vu. Ok. Franchement, après, si oui, le fait. Ouais, alors oui, c'est sûr que quand t'as ta lumière frontale qui s'éteint complètement, là oui, t'as la peur du noir du coup qui se Mhm. crée, ce qui est un peu logique aussi parce que du coup, bah, en fait, t'as plus aucun repère. Ouais. Et donc, dans une grotte, quand tu vois que t'as des salles qui sont immenses, bah, ça fait très vite peur. Oui, ça C'est- peut faire peur. Ouais. Quand tu. Bah, comme moi, comme ça m'est arrivé du coup, c'est-à-dire que tu peux paniquer. Si t'es pas assez serein dans la vie, tu M'étonne. paniques très vite et c'est à ce moment-là que tu fais des conneries. En fait, Oui, tout tu peux simplement. faire n'importe quoi dans tous les sens. Ah bah oui, après, du coup, tu paniques, tu cours. Parce que comment tu retrouves ton chemin dans le noir? À tâtons. À tâtons Ok. dans le Ah oui, noir. putain, Ah oui, oui, il faut c'est- pas que ça soit trop grand. Comment tu t'équipes quand tu descends dans une grotte? Alors moi, je veux dire comment on s'équipe correctement, Ouais. d'après mes idées, d'après ce qu'on m'a dit de faire. Mhm. Déjà, bon, il faut être équipé de la tête aux pieds, c'est-à-dire que du coup, il faut des bonnes chaussures, Mhm. parce que des fois, j'en vois même dans des grottes que je disais tout à l'heure, de la randonnée souterraine qui sont très faciles d'accès, Ouais, je comprends. et donc qu'ils y vont en tongs, parce que c'est les vacances, parce que c'est l'été, ils sont en vacances, donc non, c'est pas bon. Mm. Même si on fait une grotte qui est facile, chaussures de randonnée minimum, et puis après, bon, bah, le mieux, c'est la tenue de spéléo, forcément, parce que pareil, des fois, j'en croise qui sont en short, en bermuda, des choses comme ça. C'est pas bon, quoi, parce que bah, si tu casses la gueule, forcément, ça va faire mal. Oui, Voilà. il y a du Après, caillou. bon, bah, casque, si possible, genouillère, très confortable pour les passages étroits. Ok. Et Ouais, puis tu m'étonnes. après, bon, bah, lampe en rab, il faut au moins 3 lampes minimum. Et après, bon, faut calculer le temps que tu vas mettre sous terre. Après, ça, c'est autre chose. Mais vraiment, au niveau de l'équipement, pour moi, c'est ce qui me vient en premier. Quand tu veux commencer à faire ça de la bonne manière, on va dire. Tu es vraiment sur de l'exploration, donc en fait, t'as pas de carte, il n'y a pas de cartographie, si, ça Il y existe. en a. Ouais, il y en a. ouais. Après, ça dépend. C'est-à-dire que du coup, il y en a où j'y vais un peu à la Walligen, Ouais. la plupart du temps. C'est en fait, je fais beaucoup plus attention, forcément, parce que du coup, tu peux te retrouver assez facilement à pas savoir où est-ce que tu vas aller. Ouais, ouais. Mais par contre, des fois, j'ai aussi la topographie. Ça s'appelle une topographie. Ouais, ouais. Et donc, ça te permet aussi de pouvoir te situer dans la grotte. Tu sais que là, t'es dans la salle des excentriques, la salle du chaos, je ne sais quoi, enfin bref. Oui, il y a déjà T'as- des gens qui l'ont exploré, donc ils ont donné des noms, Et etc. donc, ils ont donné un nom à cette grotte et ils ont du coup une topographie. Pour les D'accord. grottes les plus connues, surtout dans mon secteur Gare Ardèche, il y en a plein qui sont déjà bien explorées. Et donc, tu as juste à trouver la topographie sur internet et ça te permet du coup de savoir un peu où est-ce que tu peux aller. Et ça de fait pas des trop te itinéraires perdre. ou tu fais des allers-retours? Ça dépend. Tu as des cavités là où tu as du coup une entrée A, une entrée B, une entrée C. Enfin, tu as plein d'entrées pour la même cavité. Ok. Et d'autres là où tu as une seule entrée. Il va falloir que tu rentres par le point A et tu ressortes par le point A aussi du coup. D'accord, ok. Tout simplement. Oui, tu fais l'aller-retour vraiment là. Tu fais l'aller-retour Du coup, s'il y a vraiment, des du coup. endroits un peu Un chauds, peu étroit, t'es mais il obligé faut de y retourner repasser. dedans. Ouais, tu sais que tu y retournes. C'est un peu Voilà, un truc c'est de ça. sadomaso quand même. C'est un peu ça. Mais même ceux qui me regardent sont sadomaso aussi. Ouais. Oui, parce qu'ils c'est- ont envie. Ouais, mais parce que ça fait une sensation bizarre, mais ils y reviennent. Donc, parce Comme que- tu disais tout à l'heure, les plus de 500 000 personnes qui me suivent, du coup, la plupart, bah, c'est des petits sados. Ouais. Ah non, mais c'est. Ah bah, tu peux leur Mais dire. Mais vous êtes des petits sados, c'est clair et net, parce que du coup, bah, vous êtes là à voir des vidéos, alors vous êtes angoissé. Moi, quand je suis angoissé de quelque chose,
Bah, je vais pas. Sauf, c'est vrai qu'il y a aussi un truc qu'on aime bien, c'est tout ce qui est film d'horreur, par exemple. Ouais. Oui, tu as envie d'avoir cette petite sensation de peur. Est-ce qu'il y a des zones en Europe connues pour justement des cavités à explorer, des endroits que toi t'aimerais faire par exemple, où il y a vraiment où ça peut être un kiff quoi. Pour l'instant, je vois même pas aussi loin. Alors qu'il y en a D'accord. qui, je suis sûr qu'ils sont magnifiques, hein. Ok. J'ai quelques. Comment dire j'ai déjà vu quelques cavités qui sont en Italie, donc je saurais même pas te citer le nom, par D'accord. exemple. Mais il y en a dans toute l'Europe, il y en a dans le monde entier des cavités. Ouais, ouais. Donc pour l'instant, déjà rien qu'en France, on a des très jolies. On a des grottes qui sont mondialement connues, tout simplement. Donc il faut les préserver, bien évidemment, je le répète. Mais déjà, je visite ça, et après, on verra pour la suite. D'accord. Voilà. Et oui, il y a la grotte de Lascaux notamment qui est hyper connue, moi que Tout à fait. Avec les plus vieilles peintures préhistoriques. préhistoriques, Ouais. tout simplement. Mais je crois qu'elle Du avait monde. été justement réduite ou peut-être qu'on peut aller moins loin dans la visite parce que justement c'était pas assez préservé. Elle a été refaite à l'identique. La grotte Chauvet, pareil, ils ont fait une reconstitution. D'accord. C'est-à-dire que du directement. coup, l'original, impossible de la visiter, sauf pour les scientifiques. Ouais. Parce que rien que le fait d'expirer du CO2, du coup, ça peut Abîmé. désagréger, enfin vraiment endommager les peintures. D'accord, ça je savais pas, tu vois. Voilà. Ok. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a uniquement les scientifiques qui peuvent rentrer dans ces cavités-là. En l'occurrence, tu l'as dit tout à l'heure, tu préviens ta maman. Mhm. Comment ta famille, elle prend un petit peu le fait que tu ailles visiter ces grottes? Parce que c'est dangereux, et toi-même tu le dis. Donc qu'est-ce qu'ils te disent? Surtout si c'est une maman poule, je sais pas comment elle est, mais... Ah bah oui, ça c'est clair. Oui, ça c'est vraiment boule, hein. C'est la maman poule. Mais le truc, c'est que, bah, en fait, moi, on m'a jamais trop retenu dans les passions. Ok. Tu veux te balader dans la forêt, bah, va te balader dans la forêt. Et franchement, quand je vois ce que ça donne aujourd'hui, je me dis, ça va, il y a pire, tu c'est vois. plutôt une bonne chose. Voilà, donc forcément, ils ont toujours un peu peur, mais on peut pas y faire grand-chose par rapport à Valentin. Tu sais, quand tu veux aller dans une grotte, il va pas dire oh, je sais pas trop, je sais que ma mère va s'inquiéter, etc. Même si je pense très fort à elle, bien évidemment, Mhm. gros dédicace à elle, mais je peux pas, tu vois, moi, c'est incontrôlable, c'est une passion. Et quand tu as Mhm. une passion, tu peux pas te permettre de l'arrêter parce que sinon tu vis plus et ça peut te rendre triste en fait. Tout Oui, simplement. bien sûr, oui, tu as envie de Voilà. continuer. Mais moi, j'ai trouvé quand même un petit rapport entre ta passion et ton métier. Mhm. Mais je pense qu'on te l'a déjà dit. Mhm. Caviste, tu es souvent du coup dans des caves, Ouais. donc sous terre, mine de rien, même si c'est moins que les grottes, ouais, entre les deux. Moi, je connais pas bien, mais. Et du coup, c'est quand même des endroits qui sont assez frais, etc. T'aimes bien Mhm. cette atmosphère-là ou pas? Ouais, l'atmosphère humide, c'est sympa, Ouais, ouais. c'est ça, ouais. C'est sympa, ouais. Ouais. Non, mais après, le point commun qu'on me dit souvent, c'est par rapport au gaz. Par Ouais. contre, dans mon métier, dans Ouais. les cavités, il n'est pas présent tout le temps dans les grottes, Mhm. ni dans dans les caves aussi d'ailleurs. Mais bah, dans les cavités, il est présent uniquement à certaines périodes de l'année, en général, même s'il y a certaines grottes qui sont très connues pour ça. Ouais. Et donc, tu as du CO2 qui peut être fait par rapport, bah, c'est à travers les couches du sol, en fait, l'eau D'accord. passe, et donc elle est chargée en plein de choses, et donc aussi en CO2 par rapport à la décomposition des racines dans le sol, et donc ça crée le CO2, Ouais. quoi, et donc du coup ça s'évacue dans la grotte. D'accord. Et ça fait que du coup il peut y avoir des poches de CO2 dans les cavités, et ça peut être dangereux, parce que du coup quand tu es sous terre et qu'il y a une poche de CO2, bah, le corps humain il aime pas trop. Et donc pareil dans les caves, même si c'est pas le même processus, c'est-à-dire Ouais. que là du coup c'est dû à la fermentation du raisin, qui produit beaucoup de gaz aussi, et là c'est très dangereux aussi du coup, parce que bah, en fait en dessous de la ceinture, à certains endroits du coup là où je travaille dans les caves, tu as du gaz pendant une certaine période de l'année, surtout pendant les vendanges, ça va arriver Ok. dans pas longtemps d'ailleurs. Et donc c'est très dangereux. Les deux sont très dangereux et tu peux en mourir, quoi. Oui, parce que si tu respires trop de gaz. Ah bah ça peut être instantané, en fait, Ouais, hein. tu peux mourir Ah oui. directement. Oui, oui, il y Là a des c'est intoxications au malaise gaz. d'abord et après bah, en fait le temps qu'on te récupère, Mais vous avez des choses pour calculer, j'imagine, peut-être le gaz qu'il y a ou pas du tout? on devrait, Ouais. D'accord, ok. on devrait. Non après on est énormément formé là-dessus, énormément formé. On est vraiment très rigoureux là-dessus. On est énormément prévenu. Je parle dans mon boulot surtout parce qu'après dans les grottes c'est différent. Mais dans mon boulot, on fait énormément attention parce que ça peut arriver très facilement. Il suffit qu'on Ouais, je descende comprends. dans une cuve pour la rincer. Et le problème, c'est qu'en fait, du coup, le gaz, il est lourd et du coup, il descend dans Ok. tout ce qui est les cuvons. Donc, c'est les cuves qui sont bah, justement, Ouais, comme tu ouais. disais, au niveau du sol. Et donc, là, souvent, c'est des poches à CO2. D'accord. Et donc, quand tu vas dedans, tu t'en rends pas forcément compte. Il suffit que tu arrives en bas. Et là, après, tu remontes un peu tout. Et tu te prends la cartouche. Et là, ça rentre dans les poumons et tout. Moi, ça m'est arrivé une seule fois. J'étais en bas d'une cuve. Mais t'es pas bien. Et t'es vite remonté, quoi. Ouais. Parce que tu arrives à temps. Et en plus, je suis un peu grand. Donc, ça va. Mais c'est en dessous de la ceinture. Ouais. C'est. Ouais, tu le sens tout de suite, quoi. Ah oui, c'est Ok. carreau, Ok. c'est net, quoi. Et on revient un petit peu là, à ta maman à qui t'envoie ta localisation, parce que Mhm. moi, il y a un truc qui me questionne aussi, c'est si demain il t'arrive quelque chose, je sais pas, tu restes bloqué par exemple Mhm. dans une cavité. Elle est prévenue du coup, j'imagine, parce qu'elle sait à peu près combien de temps tu dois rester dans la grotte, donc si tu reviens pas, voilà. Mhm. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler les secours, elle va venir elle-même. Comment ça serait quoi le protocole en cas de
Ça serait très drôle qu'elle vienne elle-même, qu'elle essaie de me sauver dans une cavité. Je sais pas si elle pourrait faire grand-chose, mais bon. Mais non, c'est-à-dire que du coup, bah voilà, ouais, je donne une certaine plage horaire. Et du coup, je dis que à partir de telle heure, si tu n'as pas de message de ma sortie, c'est pas bon. Voilà. Ok. Après, à partir de là, du coup, bah, elle sait que... Ce qui est bien par ici, c'est que, enfin, Gare Ardèche, les pompiers, du coup, sont en accord avec le GRIMP. Ok. C'est l'unité spéciale intervention en milieu périlleux. Donc, le groupe d'intervention spéciale en milieu Donc ça périlleux. correspond à ce que tu fais. Oui, bah voilà, exactement. Ouais. Voilà, c'est eux qui vont venir, quoi, tout simplement. Ok. Oui, donc tu seras quand même normalement bien. Enfin, après, ça dépend de la situation dans laquelle tu te retrouves. Oui, après, mais- tu as des situations qui sont vraiment merdiques. Ouais. Donc, là, c'est pour ça que j'évite un maximum. Je fais super gaffe. Et on dirait pas comme ça dans les vidéos que je fais gaffe. Ouais. Mais vraiment, si, je fais très attention à ce que je fais. T'as participé à Ninja Warrior, Mhm. donc passionné aussi un petit peu de sport, mine de rien. Mhm. C'était comment l'expérience Ninja Warrior et puis à quel point toi le sport fait partie aussi un petit peu de ton quotidien? Ninja Warrior, franchement, ça a été une très très bonne expérience. Ça a été très cool. C'est vraiment là-dessus, j'aurais rien à dire de plus en fait. Ouais. C'était vraiment cool. Ouais, c'était cool, ouais. Test sportif à Paris, puis après rendez-vous à Cannes, etc. C'était cool, malgré le fait que du coup je sois pas allé très loin, mais bon, bref, c'est pas très étonnant parce que ça faisait à peine 4 mois que je faisais du sport chez moi, que je faisais de la Ok. musculation. Et donc, forcément, avec 4 mois dans les pattes, quand tu vois qu'il y en a que ça fait des années qui s'entraînent pour ça, Ouais, bien sûr. tu t'attends pas forcément à finir en finale, quoi. Mhm. Voilà. Malgré le fait que du coup, comme tu disais, voilà, les sports font partie intégrante de ma vie, que ce soit donc la spéléo, c'est quand même un sport, Bien sûr. surtout une passion, mais aussi c'est beaucoup de sport. Après la randonnée et aussi du coup tout ce qui est escalade aussi je vais m'y mettre parce que donc je compte bien essayer de revenir l'année prochaine à Ninja Warrior et donc m'entraîner correctement et ça se travaille par le grip beaucoup. D'accord. Oui, c'est comment t'attrapes les obstacles, Exactement. les Si je peux prises. donner des conseils à ceux qui veulent participer, faites de l'escalade. Je pense qu'en vrai c'est Ouais. la meilleure. Ouais, ils étaient cheatés ceux qui étaient là-bas Ok. qui faisaient l'escalade. Ok. C'était des araignées. Ouais, puis ils ont une endurance musculaire, Ils ont j'imagine. une bonne qui est- endurance et puis ouais vraiment le grip c'est choquant quoi. Ok. N'importe quelle prise ils te l'attrapent comme si c'était un truc comme ça quoi. Mais en fait, tu fais quand même pas des sports globalement comme tout le monde entre guillemets. Tu fais pas de tennis, de foot, etc. C'est vraiment Non. des choses qui te procurent quand même des sensations un peu extrêmes entre guillemets. Bon, je fais du roller aussi en ce moment pour faire les Ouais. jambes un petit peu parce que Ouais. j'ai la flemme de les faire chez moi du coup quand je fais la muscu donc je fais du roller aussi. Mais c'est le seul truc classique que je fais du coup Ouais. à part la muscu qui est pas si dangereuse que ça. Non, c'est pas dangereux, ouais. Voilà. Mais voilà, des choses un petit peu extrêmes où tu peux ressentir un petit peu de, j'imagine, de plaisir et d'adrénaline. C'est ça. Dans ce que Après tu en, fais. en autre passion du coup il y a aussi grimper les antennes tu vois. Je vais autant sous Oui, terre que dans les airs. j'ai vu sur tes réseaux. Voilà. Ouais. Enfin je fais un petit peu de tout ouais, franchement. Grimper les antennes, c'est par les façades ou... Ça dépend moi pour l'instant j'en ai trouvé uniquement avec des échelles à l'intérieur. Ouais, donc ça va. Je vais pas m'amuser à être trop casse-cou non plus à Ouais. faire comme ils font certains. Ouais. Chacun son domaine, hein. Il y en a qui font ça très ça, c'est bien. impressionnant aussi. Oui, voilà, carrément. Ouais. Mais non, moi, tant qu'il y a une échelle, je peux grimper, mais peu importe la hauteur. Mais sinon, non, grimper sur le côté de. Non. Non, non. Oui, sur les façades, c'est Non, vraiment non, non. dangereux là. Non, quand Faut je vois, vraiment- même à Paris, il y en a plein qui le font, Oui, grimper les immeubles ou Ouais, choses sur la comme tour ça. Montparnasse, etc. Mm. Ouais, il y en a, il faut vraiment vouloir. Enfin, pas avoir peur de la mort, quoi. Ouais, Entre c'est ça. guillemets, je pense. Ou Bah, avoir après- confiance en son corps, mais. Aussi beaucoup, je pense. Ouais. C'est un mélange de tout ça. Ouais. Ouais. T'as une passion, on l'a évoqué tout à l'heure via tes tatouages, et puis on l'a dit un petit peu aussi au début, pour les serpents notamment, les animaux, mais les serpents plus particulièrement. Tu disais que tu attrapais les serpents quand tu étais petit. Est-ce qu'il est possible que prochainement, sur ton contenu, on retrouve un petit peu de contenu qui correspond à de la sensibilisation sur les serpents, la connaissance des serpents, etc. Est-ce que tu as prévu de faire ça? Exactement. Bah écoute, j'ai déjà fait ça par le passé rapidement sur les réseaux, parce que c'est pas trop mon domaine. Mais Ouais. maintenant que j'ai une bonne grosse communauté, quand même, on peut le dire, je peux me permettre de faire un petit peu ce que j'ai envie. Et puis s'il y en a qui sont pas contents, en tous les cas, il y a juste un bouton à cliquer, c'est simple. Hein. Voilà. Mais moi, les serpents, ça a toujours été un peu ma passion. Et du coup, en parler, forcément, c'est super important. Ouais. Et là, on rentre dans la période là où effectivement on peut commencer à en parler. Il y en a beaucoup en été. Moi, Gare Ardèche, il y en a un paquet, vraiment, on en trouve pas mal. Et faire de la sensibilisation là-dessus, c'est super important. Et donc c'est pour ça aussi que je fais partie d'une autre association aussi, c'est le GHRA, le groupe herpétologique Rhône-Alpes. Ok. Et donc pareil, hein, c'est un groupe qui fait des sorties de prospection de temps en temps pour le côté scientifique, pour essayer d'observer telle ou telle espèce qui n'ont pas encore été vues, Mhm. ou qui ont été vues, mais il faut préciser que la donnée est bel De et bien réelle avec l'approfondir. une photo. Et ça c'est vraiment des sorties, c'est super quoi, enfin t'apprends plein de choses. Et puis ça fait du bien aussi de changer d'horizon, parce Ouais. que tout le temps des grottes, moi j'adore ça, y a pas de souci. Mais j'aime bien faire plein de choses à la fois. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui supporte pas de rester enfermé. Ça peut paraître bizarre, hein, dit comme ça, Ouais, quand bien je vais sûr. sous terre. Mais pour autant,
J'aime bien bouger beaucoup. Oui, t'aimes bien visiter en tout cas et découvrir, j'imagine. Ouais. Voilà, que ça soit sous terre ou ouais. sur terre, mais ça. Découvrir. Quoi. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je dis dans ma bio. Vous pouvez voir des choses autant sous terre que sur terre. Ouais. Oui, t'es pas spécialisé sous terre. Ouais, t'aimes bien découvrir. On me connaît pour ça, on me reconnaît pour ça même d'ailleurs. Ouais. Mais t'es un explorateur de manière générale. Ouais, c'est ça un peu, carrément. Est-ce que c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent te rapporter de l'argent? Est-ce que la spéléologie te rapporte de l'argent aujourd'hui? Alors, ça rapporte de l'argent, oui, effectivement, les réseaux, forcément, ça rapporte forcément une source de revenus. Après, c'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. C'est pour ça que c'est loin d'être ma source de revenus principale. Oui, je me doute. Il y a des mois où forcément tu dis, ah bah t'es content, tu fais tant. Enfin voilà, j'ai pas de fourchette spécialement à donner, ça peut vraiment fluctuer du simple au quadruple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un petit apport à la fin du mois, c'est toujours cool. Mais il faut pas oublier quand même aussi, parce qu'il y en a qui ont pensé que je fais ça pour l'argent, c'est bien de le préciser quand même aussi. Mais j'ai commencé ça bien avant qu'on commence à me connaître sur les réseaux. À l'époque, je faisais des sorties sous terre, tout simplement tout seul, toujours, comme actuellement. Et je mettais peut-être 40-50 photos dans une story en 24 heures. Et les gens se régalaient à voir ça, quoi. Des vidéos, des photos en pagaille. Oui, t'as pas forcément de stratégie réseaux sociaux. Non. Après, il y a forcément un truc là où tu dis, bon, ok, ça marche mieux que d'autres trucs. Oui. Moi, mon but, c'est quand même d'en parler à un maximum de personnes, surtout du côté scientifique. C'est pour ça que pour l'instant, faire le casse-cou, etc., dans les passages d'étroit, je sais que ça plaît, je sais que ça ramène beaucoup de monde. Et c'est pas parce que... C'est pas pour faire le casse-cou que je fais ça. C'est surtout parce qu'après, je sais que du coup, j'aurai une belle communauté. Et là, après, je vais pouvoir parler de choses plus scientifiques. Parce qu'il y aura plus de personnes qui vont suivre et qui vont comprendre pourquoi je fais ça. Si je commence à parler du côté scientifique et pourquoi je fais ça quand j'ai 5 ou 10 000 abonnés, bah après, quand j'en ai 5 000, les gens ils vont dire « Ah, bah pourquoi tu fais ça ?» Il y a 90 000 personnes qui ne sauront pas du coup. Et c'est un vrai sujet, ça, parce que, je veux dire, est-ce qu'on entreprend ce type de projet justement pour être connu et être riche, quoi, admettons, ou est-ce que vraiment... Ce qui fonctionne le mieux pour toi, c'est quand je mets en avant ma passion, justement, parce que c'est ce qui reste le plus naturel. Tu vois, c'est un peu ce que tu disais là. C'est carrément ça. C'est-à-dire que les gens qui veulent se lancer sur les réseaux pour gagner de l'argent, ça peut marcher. Je dis pas le contraire. Ça peut marcher selon ta stratégie, etc. Pourquoi pas. Mais quand t'es passionné par un truc et que tu le montes sur les réseaux et que les gens voient que t'es passionné, ça peut que marcher. Franchement, ça peut que marcher. Moi, c'est-à-dire que du coup, j'ai commencé comme ça. C'était par passion, montrer mon contenu. Et mes collègues me disaient, mais mets ça sur les réseaux, mets ça sur TikTok, mets ça sur ci. Et j'ai commencé et du jour au lendemain, ça a pété. Et vraiment, ça a été... on se rend pas compte des chiffres, quoi. Des dizaines de milliers d'abonnés en une journée, quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. Tu te dis... et quand t'es passionné, vraiment, les gens le voient. Encore plus quand c'est une passion qui est un peu unique en son genre, parce que... Oui, il y a personne qui partage Enfin, je crois pas. Moi, il y a que toi que je connais. Le truc, c'est qu'à chaque fois, je le dis et je vérifie à chaque fois et je dis, mais merde, ouais, en fait, en France... Des spéléos autant connus, j'en connais pas. Même des spéléos professionnels, malheureusement, j'en connais pas plus que ça. Niveau européen, pas plus que ça non plus. Niveau mondial, j'avais vu des Américains en faire vite fait, etc., des vidéos. Mais de là à pouvoir en parler sur les réseaux comme je fais, j'ai pas vu grand monde, quoi. Et justement, parce que ça, c'est une vraie question, parce que ça te rajoute pas une difficulté de te filmer sous les cavités? Carrément, c'est super compliqué. Tu te filmes comment? Après, moi j'ai un trépied flexible, plus mon téléphone, plus micro et lampe maintenant. Donc c'est un petit setup sympathique, mais c'est vrai que ça peut prendre de la place. Tu peux pas filmer l'entièreté de tes expéditions. J'essaye. Déjà, mon téléphone, il a une capacité quand même, comme les vôtres, tout simplement. Comme tous les téléphones. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, il te dit stop. Donc, tu peux pas forcément tout filmer. Même si des fois, j'ai des vidéos de peut-être 30-40 minutes. Après, il faut couper. Mais l'avantage, c'est que du coup, moi, en fait, ce que je montre, j'ai pas besoin de trop faire de montage. Les gens sont pas trop chiants là-dessus. Et j'ai jamais trop aimé le montage. C'est pour ça que YouTube, je ralentis. C'est-à-dire que je ralentis. La sortie n'est pas prévue pour dans peu de temps. Mon activité de YouTube. C'est prévu, mais pas pour tout de suite. Parce que je veux que ça prenne le temps, que ça arrive correctement. Et puis voilà, parce que le montage, pour l'instant, je gère pas du tout. Oui, et puis t'envoies carrément du contenu presque brut, en fait, toi, sur tes réseaux. Ouais, carrément. J'ai toujours fait ça. Et c'est-à-dire que des vidéos de 1, 2, 3 minutes, là où je parle, là où je raconte ma vie, sous terre. Et ça plaît aux gens, quoi, mine de rien. Ça plaît aux gens. Et si, justement, aujourd'hui, t'avais un conseil à donner à des personnes, jeunes, moins jeunes, qui aimeraient, justement, peut-être se lancer et qui se disent « Ah non, ça va... On va peut-être se moquer de moi, ou peut-être ça va pas fonctionner. » Essayez. Ouais. Qui ne tente rien à rien, en fait. C'est aussi simple que ça. Si t'essayes pas, tu peux pas savoir. Et quand t'es motivé et que t'as la discipline de ton activité, ça peut que marcher. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, tu publies. Il y a forcément un moment donné où la vidéo, elle va péter. Après, moi, ça dépend. Forcément, t'en as qui font des vidéos. Tout le monde fait le même contenu. Il faut pas chercher à faire comme tout le monde. Il faut vraiment être dans sa niche.
et se démarquer. Ouais, avoir son délire. Voilà, avoir son délire. Après, bon, bah, si t'as pas ton propre délire, ça va être plus compliqué. Ça, je dis pas le contraire, parce que sinon c'est trop facile, ce serait trop beau. Bien sûr. Si tout le monde postait une vidéo et le lendemain elle faisait 2 millions de vues, ça se saurait. Mais c'est sûr que quand t'as un truc que tu sais que tu te démarques et que tu es un des seuls à faire ça dans ton entourage, lance-toi. Franchement, essaye et puis tu verras bien. Si ça marche pas, bah, t'auras essayé quand même. Et puis après, bon, quand je dis essayer, c'est pas juste une vidéo, oh merde, ça marche pas, je fais 300 vues. Ça met du temps, c'est ça aussi qu'il faut dire. Ça met du temps. Moi, Bien franchement, sûr. je vais pas dire le contraire, j'ai eu de la chance. Ouais. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai mis 3-4 vidéos de passage étroit. Et il y a une vidéo qui a pété, et comme je te dis, en l'espace de 1 ou 2 semaines, j'avais 40 000 abonnés Mais déjà toi, sur toi, TikTok. t'es vraiment le seul à faire ça. Il y Voilà. a ça aussi, voilà, je veux dire. Donc ça aide. Après, c'est vrai que c'est un domaine un peu particulier. Ouais. T'échanges un petit peu avec des spélos. J'échange un petit peu avec des ouais. spélos professionnels, bien évidemment. Parce que, après, le problème, c'est que c'est souvent les spélos plus âgés qui sont plus de l'ancienne école qui gueulent un peu. Qui sont moins ouverts à Voilà. ça. Ouais. Alors que bon, après, si on veut vraiment chipoter, tu vois, à l'époque, avec leur lampe acétylène, ils avaient pas trop le choix, je peux pas les critiquer. La lampe Ils acétylène, abîmaient aussi. Ouais. bah ouais, après, ça abîme un peu la grotte, mais bon, après, à l'époque, il n'y avait pas de lampe LED. Donc tu sais, on peut pas. Il y en a qui leur jettent la pierre, mais. Tu pouvais rien faire d'autre. Ouais. Après, de nos jours, si t'as encore la lampe acétylène, bah c'est un peu dommage. Tu Quoi. cherches un peu la merde. Quoi. Après, il y en a qui sont à l'ancienne, c'est comme tout, tu sais. Il y en a qui restent avec leur 4L, ils se régalent. Hein, donc, franchement, là-dessus, je peux Oui, pas. toi, aujourd'hui, tu fais juste la même chose qu'eux, mais de manière. Enfin, la même chose. Eux, ils ont des relevés un peu plus scientifiques, etc. Ouais. Il y a un but qui est différent. Mais la seule différence, entre guillemets, c'est que tu le partages sur les réseaux. Quoi. C'est ça. Et limite, ça leur apporte un peu plus de lumière, moi, je dis. Carrément. Ouais, il y en a plein qui m'ont dit oui, en fait, ce qui est bien d'un côté, c'est que du coup, tu apportes quand même de la lumière. Ouais. Et je précise bien maintenant, dans toutes mes bios de toutes mes vidéos, je suis un copier-coller, hein, c'est simple. C'est-à-dire que je précise qu'il faut faire ça de manière encadrée et qu'il faut être accompagné, en fait, tout simplement. Quoi. Vraiment faire ça de manière professionnelle. Sinon, il y a des dangers. Ouais. Et c'est un métier, là, aujourd'hui, qu'on peut, si demain je veux devenir spéléologue, où est-ce que je peux le pratiquer? C'est un métier qui se pratique dans quel type de structure, d'entreprise, du privé, du public? Comment ça se passe la Après, plupart si des c'est gens? du privé, c'est-à-dire que du coup, tu vas faire ta propre prestation. D'accord. Oui, tu fais visiter. Voilà, tu fais visiter la Là, qualité. c'est vraiment touristique. Oui, carrément, voilà. Ouais. Et après, il y a des scientifiques, j'imagine, quand même, un peu plus. Ouais, mais après, du coup, les scientifiques, eux, ils vont pas faire visiter. C'est vraiment... Ouais. Là, c'est vraiment l'aspect... comment dire, vraiment scientifique. Et donc là, c'est totalement différent, c'est un autre niveau. D'accord. Guide touristique, c'est quand même plus bas, même si les connaissances sont énormes, Ouais, bien ça, sûr. il n'y a pas de souci, il faut connaître son domaine quand tu vas sous terre. Mais les scientifiques sont quand même au-dessus au niveau de ce qu'ils ont à apprendre et à donner, quoi. Et c'est déjà arrivé sur des expéditions de tourisme, un petit peu comme ça, pas forcément à toi, mais à ta connaissance, qu'il y ait des gens qui reviennent pas ou des accidents, en fait? C'est-à-dire? Bah, y a un groupe qui s'est perdu dans une grotte où il y a eu de l'eau qui est montée, comme on a évoqué tout à l'heure, un problème, quoi. Il y a eu, après j'ai une anecdote qui me vient en tête, c'est-à-dire que du coup il y a un groupe scolaire qui est allé dans une cavité qui se remplissait d'eau. D'accord. Et la météo n'a pas été Clémente à ce moment-là, et du coup la spéléo ne s'était pas bien renseignée, je crois que c'était une spéléologue. Et malheureusement, du coup, en allant chercher les gosses qui étaient bloqués au fond de la cavité à ce moment-là, parce qu'elle était sortie pour appeler les secours, si je me souviens bien, et elle était rentrée pour les rejoindre. Et je crois qu'en fait, en les rejoignant, enfin, en tout cas, il y a une histoire comme quoi elle est décédée dans la cavité par rapport à la montée des eaux. C'est une vieille histoire, c'est dans les années 2000-2010, quoi, un truc comme ça. Mais c'est le genre d'accident qui peuvent arriver. Chaque année, il y a des accidents, malheureusement, qui arrivent sous terre, même pour les spélos confirmés. Donc c'est pour ça que des fois, on me gueule dessus. Je sais que c'est pas méchant, franchement, je le prends jamais mal. Sauf quand c'est pas construit, quand juste on me dit, ce que tu fais, c'est de la merde. Oui, non, bien sûr. Pourquoi? Enfin, je sais pas. Non, puis j'imagine que de toute façon, la météo, surtout de nos jours, elle est quand même assez instable. Et des fois, en fait, il y a écrit soleil et puis il pleut. Donc, au final. C'est ça. Surtout vers chez nous, en plus, du coup, le problème, c'est que la météo, elle est un peu bâtarde, quoi, en fait. Donc, du coup, tu peux te retrouver à dire, ah, à faire beau. Et puis après, t'as un orage localisé qui arrive, bam. Ouais, là, donc, tu peux te retrouver vite dans la. Voilà. Après, il faut vraiment pas avoir de chance, franchement. Quand tu vas sous terre et que tu te fais inonder dans la cavité, c'est qu'il y avait une vigilance orange ou un truc comme ça. C'est qu'il y avait vraiment une alerte inondation. Une grotte entière ne se remplit pas d'eau comme ça. Oui. C'est pas juste un orage localisé de 40-50 mm qui va te remplir une grotte. Ouais, c'est vraiment un orage sur le long terme, un truc de 100, 150, 200 mm qui va pleuvoir d'un coup. Là, oui, tu peux te prendre une vague dans la tête. D'après moi, après, ça reste de la logique, quoi. Oui, bien sûr. Et toi, aujourd'hui... tu vas un petit peu, donc tu vas explorer, etc. Où est-ce qu'on peut... Moi, je me rends pas du tout compte, c'est pas mon domaine du tout, mais tu trouves les grottes dans la forêt, peut-être dans des murs un peu plus rocailleux. Est-ce qu'il y en a partout? Où c'est?
enfin où c'est, tu veux pas le dire, mais de manière pas précise, mais dans quel environnement on peut trouver un petit peu ces trous, quoi? Dans les bois derrière l'arbre à droite. Non, mais après, tu peux en trouver un peu partout des cavités. Ok. C'est-à-dire que. Il n'y a pas de règles par rapport à ça? Non, enfin, t'as pas vraiment de règles, non. C'est-à-dire que moi, je sais que dans la région de Gare, Ardèche, même Hérault, Lozère, t'en trouves un peu partout. T'as des villages qui sont pas connus, mais c'est-à-dire que tous les 2 km², tu sais que tu peux trouver 3-4 cavités, par exemple, ce qui est un bon ratio. T'as des villages de 200 habitants là où tu peux trouver 80 cavités dedans. Après, c'est pas forcément que des cavités intéressantes. Ça peut être des tout petits trous de 5-6 mètres de profondeur qui peuvent être à désobstruer pour découvrir quelque chose d'encore mieux, plus loin. Mais après, voilà, la plupart du temps, ça se passe comme ça, quoi. Écoute, Valentin, merci beaucoup. Eh ben, de On a rien. appris beaucoup de choses sur la spéléologie. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs, aussi bien vidéo que audio, auront appris énormément de choses aussi. Je pense. J'espère que toi, tu as pris du plaisir aussi à nous partager tout ça. Ça a été le cas. C'était vraiment cool. Merci à toi. On peut te retrouver sur les réseaux, donc Valentin-Noyon. C'est tout, c'est même exactement. Donc, allez vous abonner si vous êtes sadomaso, comme il a dit tout à l'heure. Exactement. Si vous n'êtes pas sado, ça sert à rien de venir. Après, vous allez vous emmerder. Donc peut-être chaîne YouTube, a priori. Prochainement. J'espère à la fin de l'année, le temps que je m'achète un Mac, en fait, tout simplement. Voilà, pour faire le montage correctement. Et sur des formats un peu plus longs, comment... Ouais, carrément. Ouais. Ah oui, c'est ce qui est prévu, ouais. Mini-documentaire, quoi, vraiment. Bah, documentaire, j'irai pas jusque-là, mais au moins une sorte de vlog souterrain, en fait. Okay. C'est-à-dire que du coup, je m'amuserai tout ce qui est, par exemple, les gens adorent mes passages étroits, faire tout un passage étroit entier en vidéo. Ouais. Ça, ce serait. Ouais, ils suivent en direct, voilà, ou pas forcément en direct, mais ça pourrait être une idée de faire des directs. Alors, le problème, c'est que du coup, direct sous terre, c'est carrément impossible dans tous les cas. Pas de réseau. Ouais. Mais par contre, faire des directs, par exemple, moi je sais que j'aime bien l'urbex aussi, et faire des urbex par rapport à ça, c'est totalement faisable. Cool. Voilà. Donc n'hésitez pas, réseau Valentin-Noyon, prochainement chaîne YouTube, donc vous pouvez pas vous abonner encore, mais prochainement. Les cartes que vous pourrez retrouver sur les réseaux de The Brain et puis sur les réseaux de Valentin pour l'association Noé. Pour notre part, n'hésitez pas à venir vous abonner, liker, etc., commenter. Carrément. Ça fait un petit peu de réseau par rapport aux autres vidéos aussi, et ça nous permet, nous, d'avoir du monde et puis d'inviter des profils comme Valentin qui sont hyper intéressants. Donc voilà, vous pouvez également nous écouter sur les podcasts audio, Spotify, Apple Podcast et Deezer Music. Donc merci encore d'être parmi nous, de nous écouter, et à bientôt. Merci à toi, Valentin. Et de rien, avec plaisir.